Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax, fait par des fans pour des fans. C'est un trio qui s'est réuni ce soir pour vous animer ce deuxième épisode de la saison 4 de Xamcast. Donc à ma droite, il y a Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko, salut tout le monde. Et puis en dessous de nous, ça n'a rien à voir avec la hiérarchie, c'est juste la position sur l'écran. Il y a Varam. Premier épisode de la saison pour toi, Varam. Salut. Salut Mirko, salut tout le monde. Alors, au sommaire de cet épisode, on va débriefer le match du week-end, la deuxième journée de Challenge League. Et puis ensuite, on parlera de notre prochain adversaire pour le premier derby roman de la saison pour Neuchâtel Xamax en Challenge League. Voilà, messieurs, je propose qu'on passe directement à la première rubrique. Voilà, messieurs, on va commencer ce débriefing de match par un petit quiz. À votre avis, combien de jours il a fallu à Neuchâtel Xamax pour enfin remporter à nouveau une victoire du côté de la Lidl Arena, qui ne s'appelait pas la Lidl Arena à l'époque. Donc, on ne vous demande pas forcément la date, le match, mais juste le nombre de jours, à votre avis. Alors moi c'est ballot parce que j'ai la date exacte, mais du coup j'ai pas fait le calcul. Ouais, parce que je pense que c'est beaucoup plus frappant si on parle en termes de jours. Allez, une petite idée, Osvaldo, toi qui as la date en tête. Ben si tu fais, attends, 6 fois, ça fait plus de... Donc c'est clair qu'on est à plus de 1800 jours, ça c'est clair et net, puisque c'est plus de 6 ans. Euh... Allez, 1830. Non, qu'est-ce que je dis? 1890 jours. Ok, 1900 jours. Varam. Ouais, par là, moi je suis très mauvais en maths, mais je pense qu'on n'était pas loin des 2000, hein. Alors, c'est précisément 3035 jours, messieurs, entre Ah ouais. la dernière victoire de Neuchâtel Xamax 3-2 un mois d'avril 2018 sur notamment, grâce notamment à un doublé de Samir Ramizi. Et ce match donc de la deuxième journée de la saison 2026-2027 qui a vu la victoire de Neuchâtel Xamax 2-1 du côté de Ville. Alors, gagner à Ville, ça a l'air tout con, hein, comme ça. Je pense qu'il y a plein d'équipes qui le font chaque année dans le championnat suisse. Mais pour nous, ça reste un exploit. Ville qui est quand même, on va dire, dans les équipes qui sont en challenge, qui sont des équipes de référence de Challenge League, pour reprendre les mots de notre président. Eh bien, voilà, c'est quand même une équipe qui a l'habitude de terminer, on va dire, entre la quatrième et la huitième place. Donc, c'est pas non plus chaque année un ogre de Challenge League. Donc voilà, nos auditeurs, je crois enfin nos suiveurs sur Instagram ont bien mesuré la part de l'exploit. On a Alain qui nous dit la malédiction a été vaincue. On a Gilles, bon pour le moral, comme quoi ce groupe a de la gueule et surtout le mercato estival est pas si mal. Alors il nous envoie une petite pique là, Gilles, puisque voilà, on a été nous très critiques par rapport au mercato, donc on reviendra sur ce point-là. On te salue d'ailleurs, Gilles, si tu nous écoutes. Grégoire qui nous dit on a vu une équipe qui n'a rien lâché, bravo. Timéo nous dit des attaquants généreux défensivement, ça fait vraiment plaisir. Cédric nous dit bonne impression, équipe volontaire pour une victoire plus que méritée. Sam, qui n'est pas notre animateur, hein, Sam nous dit enfin. Évidemment, il fait mention de cette victoire historique. Et puis, on a Grégoire M qui nous dit il y a encore du job, mais 3 points, bravo. Alors, messieurs, c'est un petit peu le sentiment qu'on a eu les trois à la fin de ce match, hein, on l'a regardé ensemble, sans être génial. Xamax, voilà, a quand même décroché une victoire méritée sur l'ensemble du match. On n'a pas été en mode rouleau compresseur, mais la victoire est quand même méritée pour les Rouges et Noirs, Osvaldo. Oui, moi, si tu veux, j'ai attentivement écouté les commentaires et c'est vrai que je me range derrière tous ceux qui limitent leurs commentaires à la prestation du soir. Je ne ferai logiquement pas de projection trop avancée sur cette saison parce que oui, c'est 2 matchs 6 points,
Maintenant, il faut prendre tous les points qu'on a à prendre, se dire que, au vu des dernières saisons traversées, tous ces points qu'on a faits sont des points qui ne seront plus à faire plus tard. Maintenant, cette équipe a effectivement démontré un magnifique état d'esprit, en sachant le terrain miné qui est le terrain de la Leader Arena, alors que c'est un synthétique, mais on parle en matière de résultats récents. Je veux dire, c'était pas facile non plus, avec un score de un partout, qui a tenu pendant une bonne partie du match. C'était pas facile de s'en sortir. Et enfin, on est revenu avec la totalité de l'enjeu. Donc, je saluerais surtout la prestation de caractère de l'équipe vendredi soir, plus que de me projeter sur des prévisions qui me semblent à ce jour inutiles. Alors, ouais, pour la première action de jeu, je vais te solliciter toi, hein, Osvaldo, puisque bah, Varane voilà, avait un petit peu de retard, bien mal lui en a pris. Alors, on ne sait pas si c'est une habitude. Souvent, on dit qu'il faut au moins 3 fois pour que ce soit une habitude. Mais on est quand même à 2 matchs consécutifs, Osvaldo, où le Châtel Xamax prend directement le match en main et ouvre le score dans les 2 premières minutes sur une très Oh, belle action. oui, moi, ce qui me plaît dans un premier temps sur cette action-là, c'est finalement la présence qu'on a physique au milieu de terrain pour gagner les duels de la tête, parce que finalement, à la base, c'est quand même un long dégagement d'Anthony Mossi. Et puis, cette combativité nous permet justement de sortir vainqueur des différents duels. Et Moulay, qui arrive à contrôler ce ballon, réussit à mettre ensuite une superbe balle dans la profondeur pour Envendo qui va conclure avec un poil de réussite puisque le ballon frappe le poteau. Mais moi, j'ai beaucoup aimé dans cette action-là, surtout dans un premier temps, avant de parler de l'inspiration de Moulay, mais la combativité dont on fait preuve au milieu de terrain pour aller gagner ces duels de la tête qui sont si importants dans des matchs, surtout quand les deux équipes sont proches l'une de l'autre. On ira revoir les images, mais pour moi, il fait petit filet intérieur, hein. Pour moi, il tape pas le poteau, Mhm. mais Ouais, Pardon, mais c'est pour moi aussi, ouais. l'impression que j'ai eue en ouais, ouais. revoyant Ouais, en ouais, non, non, revoyant elle l'action, est très mais très proche du poteau, mais elle est placée à la perfection. On va effectivement, ouais, c'est petit filet opposé, pardon. ouais, ouais. C'est effectivement ça, mais magnifique frappe à terre. Varane, bah, tu l'as quand même vu, hein, ce but après sur les reflets, sur les images. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du jeu de Vincent Mendo, notamment lors du premier match, hein, où son jeu dos au but, son jeu dans la conservation. Mais là, c'est un but vraiment de renard des surfaces. C'est pas un but tout fait, hein. Il fallait encore la mettre et la placer, hein. Ouais, bah alors ça, c'est un vrai but d'attaquant. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur ce but, c'est que il n'avait pas juste qu'à au fait ouvrir le pied ou juste mettre la tête. Là, c'est un but qui s'est créé lui-même parce que bah, déjà, il s'amène la balle donc en profondeur de la tête. Et puis, il a cette puissance, il a cette vitesse. Et puis, la frappe est magnifique. Elle est d'une précision vraiment chirurgicale. Et c'est vraiment lui qui a vraiment créé au fait ce but. Il avait cette volonté, cette hargne. Et c'est peut-être pas un joueur qui va faire les stats d'un Demassai ou d'un Koné. Par contre, c'est un attaquant qui va beaucoup travailler, qui va beaucoup bosser. Et même si jusqu'à présent, il n'avait pas tellement affolé les stats, je trouve que dans son attitude, il a toujours été très bon. Il a été exemplaire, même les 6 mois qu'il a fait avant. Mais on voyait qu'il était à court de rythme, il était à court de forme. Et puis, il y a un facteur qui est très important, c'est que pour les joueurs avec sa stature à lui, la condition physique est hyper importante. Parce qu'au fait, un plus petit, un plus maigre, il rentre plus vite en condition physique, alors que lui, il est plus diesel, au fait. Et là, je pense que d'avoir pu faire la prépa complète, là, je le trouve super affûté et je trouve qu'il a l'œil du tigre et je pense qu'on va avoir de belles satisfactions avec lui. Je pense pas qu'il va nous mettre 15-20 buts, mais par contre, c'est un mec qui va travailler et je trouve qu'il a vraiment un état d'esprit qui est super, quoi. Ouais, oui, oui, effectivement. Et un très bon match. D'ailleurs, il a été élu homme du match par les supporters neuchâtelois sur les comptes officiels de l'équipe. Donc voilà, c'est à mon avis totalement mérité. Euh, Ensuite, une phase de jeu où le jeu s'équilibre
Et puis, petit à petit, on sent hein, quand même que voilà, Ville revient dans le match. Et puis, Osvaldo, enfin, c'est pas par hasard que Ville égalise voilà, sur une phase de jeu qu'on va quand même un peu qualifier de relativement chanceuse. Hein. C'est un corner avec un petit cafouillage quand même devant le but. Ouais, ben voilà, on retombe malheureusement dans sur ce genre d'action un petit peu dans nos travers, où finalement le ballon arrive au premier poteau. Il y a il y a un joueur de Ville, en l'occurrence, qui réussit cette talonnade, qui peut remettre le ballon un peu plus vers le centre, hein, et puis Keita, qui peut remettre ce ballon alors qu'il n'est à la base pas vraiment surveillé. Et puis finalement, on n'arrive pas à dégager le cuir, et puis le ballon passe, enfin, file et se glisse entre Mossi et le premier poteau sur la reprise ensuite de Weber. Mais voilà, quoi. C'est un petit peu, malheureusement, des phases de jeu dont qu'on aimerait bien pouvoir éviter avec un peu plus de tranchant, simplement, dans la phase défensive, parce que c'est des buts, sincèrement, bêtement concédés, quoi. Sincèrement, alors il y a une part de réussite, oui, mais je veux dire, on sait comment c'est hein, sur les balles arrêtées, on sait qu'il y a cette mode du marqueur en zone que moi, personnellement, enfin, j'apprécie jusqu'à un certain point parce que ça demande quand même un engagement vers le ballon. Mais à partir du moment où tu décides de tenir ton homme, tu tiens à ton homme. Et je trouve que là, il y a quand même des largesses qui sont beaucoup trop importantes sur ce but. Ouais, je te trouve sévère un peu Osvaldo là sur cette action de Ouais. jeu. Varam, j'aimerais entendre un petit peu ton avis. Est-ce que tu es d'accord avec Osvaldo? Puis ensuite, si tu es d'accord, je fais l'avocat du diable ou bien... Bah, disons que ça faisait quand même, parce que moi j'ai pris en route, je crois, juste avant le but, peut-être 5-10 minutes avant le but. Et ce but est finalement tombé un peu comme un mur parce qu'on a trop reculé, on a fait arrêter de jouer. Et malheureusement, quand tu es trop attentiste, et ben malheureusement, tu tends quand même la joue pour te faire gifler. Et c'est ce qui nous a fait arriver. Après, il faut aussi dire que le corner est extrêmement bien tiré. C'est un gaucher quand même qui il la met au premier, elle est assez tendue. Et puis là, il y a, je sais plus qui c'est là, qui fait de Madjer de Ville, qui en fait, Keita. bon, Keita, voilà, elle tape le poteau. Donc je serais peut-être pas autant dur sur le marquage. Moi, je serais peut-être plus dur sur l'attitude après le premier but où finalement on a trop reculé, puis on a trop été passif. Et finalement, ce but a été la traduction de cette passivité. Voilà, Ouais, moi, je serais plus là-dessus. ouais, Si je peux je suis préciser d'accord juste une avec toi, chose. Varam. Le corner, il est bien tiré. Il arrive dans une zone qui est extrêmement dangereuse. Je sais pas si Ouais. c'est le poteau ou si c'est Mossi qui arrête la balle. Honnêtement, on n'a pas eu d'angle depuis derrière le Je but. crois que c'est le poteau. Donc voilà, mais après, on a surtout un Patrick Weber qui a des réflexes vraiment de fou, quoi. Il tend le pied et puis voilà, quoi. C'est vraiment à l'instinct. Mais après, on peut effectivement peut-être reprocher qu'il n'y ait personne sur lui au marquage, mais ça va très vite, vraiment très vite. Même là, sur le temps réel, il y a quoi, 2 secondes, 3 secondes grand maximum entre le moment où le ballon part des pieds de l'attaquant. C'est pas un cafouillage qui dure plusieurs secondes, c'est vraiment juste devant les buts. Donc voilà, c'est regrettable de prendre un but parce qu'on recule, mais voilà, on a pris des buts plus embêtants que celui-là, plus gênant par le comportement défensif de l'équipe. Si je peux juste préciser ma pensée, Vas-y, c'est bien plus sûr. en fait le nombre de joueurs qui sont dans cette zone du premier poteau dans les 5 mètres, le nombre de joueurs de Châtelleur qui sont dans cette zone, si je reprends la séquence un peu arrêtée, au moment de la Madjer, il y a 5 Neuchâtelois qui sont entre le premier poteau et le milieu du but dans les 5 mètres pour 2 joueurs de Ville. Et j'ai l'impression que voilà, c'est un peu statique à la retombée. Maintenant, je veux dire, c'est pas une bourde monumentale, mais le principal sens de ma critique vient dans le fait qu'ils sont en surnombre
et qui sont un peu immobiles. Après, la séquence va effectivement très très vite, mais je veux dire, Weber, il reprend le ballon, il est au milieu de 3 Neuchâtelois, quoi. C'est juste ça. Après, enfin, je veux pas tirer non plus trop sur l'ambulance, on a pris des buts bien plus casquettes que ça. Mais c'est ça, c'est là que le sens de ma critique, elle est particulièrement. Ouais. Et puis, bah voilà, jusqu'à la fin de la première mi-temps, il n'y a aucune des deux équipes qui arrive vraiment à faire la différence. Et puis, c'est assez logiquement que les deux équipes voilà, rentrent au vestiaire avec le score de un partout. Et à la mi-temps, Bruno Berner fait un premier changement avec la sortie de Jonathan Fontana et l'entrée de Léon Bergsma, ce qui entraîne un repositionnement de Michael Facchinetti sur le flanc gauche. Alors, bon, on a été un petit peu étonné par ce changement parce que, voilà, on n'a pas trouvé Jonathan Fontana mieux ou moins bien, en tout cas, que le reste de ses coéquipiers. Alors, voilà, est-ce qu'il a ressenti une petite gêne ou est-ce qu'il y avait une volonté, voilà, de quand même faire entrer Léon Bergsma? Alors, on avoue on a plus été rassuré de voir entrer en jeu Léon Bergsma, Varane. Bah, c'est vrai qu'après, bon, ça c'est peut-être ma théorie, ma sensation, mais c'est vrai que je trouve assez bizarre quand même que Bergsma commence quand même 2 fois de suite sur le banc. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'autour du cas du joueur, je sais pas, il y a peut-être une petite odeur. Ça, voilà, c'est peut-être moi qui hallucine, qui est pris dans un délire. Mais je sais pas, autour de Bergsma, j'ai l'impression que je sais pas s'il va rester. Voilà, moi, ma sensation, j'ai quand même un petit doute sur sa permanence. Voilà, des fois, j'ai l'impression que, je sais, ouais, je sais pas. On va dire que s'il devait partir sur cette fenêtre de mercato, je serais pas sûr. Ouais, alors avant que vous inondiez nos réseaux sociaux de demandes d'informations ou autres, on précise que c'est juste un sentiment, un ressenti de Varane que personnellement je partage aussi. Alors on souhaite pas que Léon Bergsma quitte, on s'est déjà assez plaint voilà, du manque de profondeur de l'axe de la défense. Mais voilà, on sait que tout peut arriver dans le mercato et puis si une équipe vient avec quelques billets sur la table, ben voilà, il y a de fortes chances que la réponse soit un départ. La première partie de la deuxième mi-temps, elle est un petit peu dans la lignée de la fin de la première mi-temps, à savoir deux équipes qui essayent de créer du jeu. C'est pas haché, c'est pas déplaisant à voir, mais pas non plus de différence franche faite d'un côté ou de l'autre. Et puis finalement, bah, on peut le dire assez sereinement après, à la fin du match, mais il y a un changement à la 66e minute qui fait basculer le match dans le sens de Xamax. C'est la sortie de Romain Bayard et l'entrée de Yanis Lutti. Alors, Varam, on a bien aimé ce changement. On aime bien un coach qui prend des risques, qui fait sortir un milieu axial, qui repositionne sa défense et qui met un peu du poids en attaque. C'est un signal que voilà, on se contente pas du match nul, on veut gagner ce match. Exactement, exactement. Ça a été pour nous le sliding doors positif du match, parce qu'il fallait aussi qu'on arrête avec cette horrible défense à 5 parce que ça allait pas, ça allait plus. Donc voilà, donc on est enfin passé en 4-4-2 pour enfin jouer du vrai football. Voilà, donc c'était ma petite pub pour la défense à 4, mais plus sérieusement, euh, on a joué en 4-4-2, ce qui a permis aussi Keita de sortir un peu de sa boîte parce que je trouvais qu'il était un peu bridé depuis le début du match. Et le fait que lui joue beaucoup plus large pour qu'il pique au fait dans l'axe, eh ben, il est beaucoup plus efficace. Et puis, Yannis Soluti, on, l- on l'avait vu sur l'aile, mais il n'était pas tellement à l'aise. Et là, il a fait une entrée, on peut le dire, fracassante dans un rôle un peu de 9,5, de deuxième attaquant. Il a été très mobile, il a été très disponible et surtout, il est rentré avec la détermination qu'il faut. Parce que des fois, ben, il y a des mecs qui rentrent, ils ont pas ce mordant, mais d'entrée de jeu, il nous a montré qu'il était là,
il était pas là pour d'enfiler des perles. Et il a fait vraiment une super bon, entrée de jeu. Et puis, il avait cette complémentarité avec Nvendo, qui était vraiment la pointe centrale, on va dire pivot un peu à l'ancienne, et Lutti qui, au fait, tournait autour. Et on les a énormément mis en difficulté. Et on a enfin commencé, on a réussi à les bouger, avec Keita aussi qui était beaucoup plus mis en valeur. Donc voilà, donc je pense que ça, c'est une solution que le coach pourra reproposer parce que c'est vraiment hyper intéressant et je pense qu'on a été beaucoup plus imprévisible et beaucoup plus fluide aussi dans le jeu. Ouais, et Lutti, bah, il se met quasiment tout de suite en évidence, hein, sur un coup franc avec une remise de la tête de Diomandé, une belle reprise, malheureusement un petit peu trop molle pour inquiéter Mouslia. Et puis à la 74e minute, Ville se crée, alors à ce moment-là on ne le sait pas encore, mais sa dernière grosse occasion avec une frappe qui passe juste à côté droite des buts de Anthony Mossi. Et c'est Nvoana qui fait cette frappe. Et puis, à ce moment-là, après cette action, Osvaldo Xamax prend vraiment définitivement le dessus, hein, physiquement. On remportait les duels. On était de plus en plus dangereux. Il y avait une balle sauvée sur la ligne par un défenseur de Ville. Voilà, on sentait qu'on était plus proche du 1-2 que du 2-1. Alors, on a des fois tremblé dans ces moments-là où on dominait, puis on a pris, nous, le but derrière. Mais là, ça ne s'est pas produit. Et puis, ce but, on va dire, il est à 75% pour Yanis Lutti Osvaldo. Ouais, ouais, avec ce super débordement sur la droite, où il va finalement provoquer cette faute dans les 16 mètres, où il fixe magnifiquement bien, et puis il va finalement provoquer la faute, en l'occurrence du joueur du joueur de Ville. Et puis un penalty à la 87e qui fait pratiquement office de balle de match à ce moment-là. Ouais, ouais, c'est Correa, hein, qui au duel fait la Effectivement. faute. Moi, personnellement, j'ai bien aimé Lutti sur cette action parce que Varane, en fait, il a deux coups de rein, hein. Il reçoit le Oui, ballon sur une touche au bord du terrain. Il y a le premier coup de rein pour éliminer un joueur qui est au contact de lui. Il va provoquer le défenseur latéral. Et il y a un deuxième coup de rein pour prendre le dessus dans les 16. Faute logique, penalty logique. Mais là, on a bien aimé la percussion de Lutti. bah, c'est ce qu'on disait avant, c'est qu'en fait, il est vraiment rentré avec la mentale nécessaire, quoi. Ça veut dire que chaque fois qu'il avait la balle, on sentait qu'il avait envie de faire mal, il avait envie de provoquer, de percuter, d'aller en un contre un. Et ce qu'il fait sur cette action, c'est magnifique, quoi. Je veux dire, il fait une espèce de roulette, hop, 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 il passe, le coup de rein, feinte de corps. Et Correa, en fait, il n'a pas tellement le choix, il est complètement dépassé. Mais là, vraiment, ce qu'il faut mettre en avant, c'est la mentale, c'est l'état d'esprit, parce que là, vraiment, il va pour faire mal, et c'est lui qui va vraiment, comme sur le premier but, c'est vraiment cherché, c'est vraiment voulu, et c'est vraiment une création. Il est vraiment allé chercher cette action, il y a vraiment cette volonté-là. Et ce qu'il faut retenir du match, c'est ça. C'est qu'à mon avis, en tout cas sur les deux matchs, on a vu de la bonne volonté et on sent vraiment qu'il y a un esprit positif autour du groupe et ça, c'est très encourageant pour la suite. Même si on ne va pas s'enflammer, Mhm. évidemment, on connaît, on connaît tout le contexte, mais ce qui est très bien, c'est qu'on soit une équipe qui a faim et qui a envie. Ouais. Et moi, j'ai vraiment aimé la percussion, mais aussi l'intelligence de jeu. Si vous n'avez pas revu, chers auditeurs, allez revoir ce but parce que déjà, les images de la SFN ne rendent pas honneur. Le premier démarrage, il est déjà excellent. Et puis ensuite, il a deux changements de direction très rapides. Il a le défenseur en face de lui. Il part à gauche, sur sa droite. Et ensuite, il repique dans l'axe. Et c'est là où tu dis, Varane, le défenseur, il a plus le choix. Non, il a plus le choix parce que
Il donne l'impression qu'il veut déborder pour faire un centre ensuite, hein, et puis il Mhm. repique finalement dans l'axe. Et là, le défenseur, il essaye dans un premier temps de l'accompagner, peut-être dans une zone dangereuse pour essayer dans une zone pas dangereuse pour essayer de contrer le centre, mais par son geste où il repique dans l'axe, il revient dans une posture beaucoup plus dangereuse pour la défense de Ville. Et là, il va au contact, mais c'est trop tard. Il essaye de le gêner épaule contre épaule, mais il peut plus. Il est plus au contact parce que le démarrage de Lutti est soudain. Là, le coup de rein, c'est pas mal. On aurait été au basket, je pense il aurait cassé le joueur en face, hein. Mais c'est vraiment, c'est extrêmement bien vu. Et puis, la semaine passée, on a signalé, alors sans trop de critiques parce que c'était son premier match, mais à quel point son entrée n'avait pas pesé. Alors, on était dans une autre configuration, hein, Neuchâtel Xamax menait au score et puis on espérait se créer l'action du chaos. Mais là, il est beaucoup plus décisif où il fallait faire une différence. Le score était encore de parité au moment où il rentre. Donc voilà, une attitude vraiment plus qu'intéressante. Alors, on a eu un petit frémissement quand on a vu Eris Abedini se saisir du ballon. Ensuite, on a été rassuré quand il l'a donné à Diomandé. Puis ensuite, on a de nouveau eu un petit frisson quand il l'a repris en main. Bon, voilà, on va pas rajouter des masses de choses sur le Erissa Bedini de la saison dernière, mais moi personnellement, j'ai bien aimé la prise de responsabilité et puis aussi la transformation de ce penalty. Osvaldo, il était imparable, tout simplement. Il était frappé haut et puis fort et puis suffisamment sur le côté pour que Mouslia n'aille pas le chercher. Ouais, c'est toujours un risque, hein, de tirer ses pénaltys, c'est de tenter de tirer ses pénaltys sous la barre, mais il le transforme magnifiquement, il y a rien à dire, quoi. Il faut être clair. Je veux dire, je pense que nos critiques la saison passée n'étaient pas injustifiées, loin de là. Maintenant, personnellement, je l'ai dit vendredi aussi dans le débrief à chaud, je trouve que c'est loin d'être évident de transformer ce type d'essai avec une certaine régularité et encore plus quand ton capital confiance n'est pas au max. Donc, il faut le relever, c'est important. Ouais, ça, on ne sait pas, hein, où est le capital confiance d'Eris Abedini parce que, voilà, je trouvais que les critiques, par exemple, dans la presse, étaient relativement clémentes, hein, envers Eris Abedini par rapport à ses prestations de manière générale. On a l'impression que sa direction, comment, l'encadrement sportif était derrière lui. Donc, je suis pas sûr qu'il avait le moral aussi bas que ça, hein. En soi, en tout cas, pas forcément plus bas que celui des autres joueurs de l'équipe. Mais voilà, on a l'impression que ce repositionnement dans le milieu de cette défense semble mieux lui convenir. Et puis voilà, mais là, je vois tout de suite Varane venir. Non, Et puis de dire, ben voilà, c'est quand même quand on a joué à 4 derrière qu'on a pu donner du poids et être dangereux devant. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de place pour Abedini en défense centrale. Il est remonté d'un cran pour prendre le poste sur le terrain qui était occupé par Romain Bayard. Donc voilà, c'est un petit peu un dilemme. Est-ce qu'on doit jouer en défense à 5 et mettre Abedini au milieu de cette défense à 3 pour lui trouver un rôle épanoui, ou alors est-ce qu'on joue vraiment une défense à 4 qui nous permet de créer beaucoup plus de jeux offensifs? Ben, c'est des questions que devra se poser Bruno Berner et sans doute qu'il va encore mettre quelques matchs avant de trouver l'option tactique, on va pas dire définitive, mais en tout cas la plus courante qu'il va probablement utiliser. Celle qu'on veut qu'il utilise et qu'il essaye d'imposer à l'équipe en face. Et ensuite, on s'adapte si l'équipe en face est plus forte que nous et puis qu'on voit qu'on n'arrive pas à les mettre en danger. Mais voilà, le positionnement et les prestations d'Erissa Bedini vont être un des facteurs, hein, importants de la suite de la saison. Messieurs, je ne sais pas si vous voulez un peu rajouter par rapport à ça. Ben, c'est certain. Je veux dire, le problème, c'est qu'il était la saison passée, il était déjà capitaine et il occupait une position absolument centrale dans le rouage du jeu, en jouant numéro 6. Là, encore une fois, on lui confie
poste qui n'est pas anodin dans une équipe, en sachant que Berner a commencé avec cette défense à 3. Tu le mets carrément au centre de la défense à 3, donc ça veut dire que c'est pratiquement le défenseur qui doit initier la manœuvre offensive et qui doit guider la défense. Donc encore une fois, évidemment qu'on ne sait pas où en est le capital confiance de ce joueur. Moi, je me permets simplement humblement d'imaginer que moi, si j'avais si j'avais connu la saison qu'il a connue la saison passée, je ne démarrerais pas le nouvel exercice avec enfin, c'est pas le changement d'entraîneur et peut-être le nouveau message que Berner semble imprimer en tout cas dans ses premiers matchs qui me suffirait à totalement oublier une saison ratée comme il l'a ratée. Donc, il faudra voir maintenant comment il se comporte. Euh, Ce qui est clair, c'est que même sa prestation de vendredi soir, il y a certains moments avant ce penalty où il a pu provoquer certains questionnements pour pas dire autre chose dans sa prestation et que ce type d'événement positif peut être un déclic, on ne sait jamais, hein. On sait jamais, effectivement. On espère en tout cas qu'il puisse un petit peu, voilà, aligner des Ouais. prestations un peu meilleures que la saison dernière. Oui, Varane. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que le cas Abedini va être un peu un casse-tête pour le coach parce que le seul poste où il peut jouer, c'est central sur cette ligne à 5. Parce qu'au fait, là, quand tu es central sur une ligne à 5, tu dois couvrir très peu finalement. Tu couvres très peu de terrain, que ça soit sur les courses latérales et puis notamment sur la profondeur. Voilà, donc c'est à peu près la seule place où il peut faire des prestations correctes. Le problème, c'est que en double pivot dans un milieu à 2, c'est impossible. Il peut pas parce qu'il n'a pas le coffre physique, il couvre pas assez de terrain, il n'a pas les pieds pour jouer en double pivot, il réfléchit pas assez vite pour jouer en double pivot, donc au fait, il peut pas. Donc au fait, c'est soit on joue avec Abedini avec une défense à 5, soit on joue défense à 4, mais lui ne pourra pas être dans l'équation. Parce que très vite, ses défauts vont ressortir. Et si on joue avec une défense à 4, à mon avis, il est évident que dans le double pivot, il doit y avoir Bayard, Diomandé, voire Caraco. Mais Abedini, on va très vite voir, on va très vite revoir, à mon avis, le Abedini qu'on a vu la saison dernière, parce que simplement, il n'a pas les caractéristiques pour jouer double pivot si on veut faire le 4-2-3-1. Et même à la limite dans un 4-3-3, pointe basse, je pense que tout simplement, il n'a pas les temps de jeu et simplement, ça va pas assez vite dans sa tête pour qu'il puisse faire Regista point de base. Donc, je pense que ça va être quand même un problème qui va quand même se poser à la longue et le coach devra quand même résoudre ça. Et je pense que ça sera un peu l'alpha et l'oméga de notre saison, ça sera ça. Mhm. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Varane, hein, dans le poste vraiment de milieu axial, il est clairement pas le choix numéro un ni numéro 2, voire même numéro 3. Ça dépend comment on veut animer l'offensive. Donc voilà, puis même dans une défense à 3, une fois qu'on a tous les joueurs à disposition en forme, ben il y a quand même Bergsma qui peut occuper ce poste-là, il y a quand même, je pense, Gunnarsson qui peut peut-être aussi occuper ce poste-là. Donc ouais, ça va être un casse-tête pour Bruno Berner, effectivement. Voilà, messieurs, ben 2-1, une victoire historique, entre guillemets, on peut le dire à Ville, puisque ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et puis, une prestation quand même dans l'ensemble bonne de l'équipe. Elle a bien démarré, elle a terminé aussi très bien, ce qui ne nous arrivait pas souvent hein, ces derniers temps. Donc voilà, une vraiment bonne prestation de l'équipe. Voilà, messieurs, on peut passer à la rubrique suivante.
Voilà, la rubrique suivante, c'est le briefing du prochain match. Un déplacement du côté de Carouge. Osvaldo, dis-nous quelques mots sur cette équipe d'Étoile Carouge, une équipe qui s'est bien renforcée et qui va être dangereuse. Oui, une équipe de Carouge qui a battu quand même Haro 3-0 lors de la première journée à la Fontenette, hein, et qui a obtenu un match nul encourageant du côté du stade municipal d'Yverdon vendredi soir en étant mené au score. Donc l'entraîneur Pedro Noguera l'a dit, cette équipe est sur la lancée du deuxième tour de la saison passée qui était déjà bien plus positif. Il faut savoir aussi que même si on a remporté 4 matchs sur 4 contre eux la saison passée, peut-être que la victoire qui est la plus trompeuse au niveau du score est peut-être celle du match retour à la Fontenette, en tout cas celui du mois de février 2026 à la Fontenette, puisque les Carougeois avaient été très très vite privés de Vincent Ruffly, expulsé. C'est une équipe, voilà, ah, bah, voilà, cette expulsion avait quand même pas mal pesé pour moi dans la balance de ce match, parce qu'à mon avis, l'équipe était déjà sur une lancée où ils auraient pu nous poser beaucoup plus de problèmes. Donc, moi, je m'attends quand même à une adversité un poil supérieure à ce qu'on a pu avoir avec Rien Séville lors de ces 2 prochaines journées. Ça va déjà être un premier, je vais pas dire le test grandeur nature, mais ça va déjà être un examen d'un niveau un poil supérieur par rapport aux 2 premiers. Ouais, avec quelques arrivées vraiment intéressantes hein, du côté de Carouge, Boris Espedes qui fait son retour à la compétition après une longue suspension, Tsungi, Camara, depuis Servette qui vient, je sais même plus s'il vient pas en transfert définitif, Camara, ou est-ce qu'il est en prêt? Oui, je crois bien, oui. Je crois Non, qu'il non, je vient crois bien. je crois bien qu'il y a un transfert définitif, hein. Kadima Oui. du Slow, Ocha de Getse qui vient. Donc voilà, quelques transferts vraiment intéressants pour Étoile Carouge. La continuité avec le coach Pedro Nogueira. C'était pas facile de prendre la succession son nom m'échappe maintenant, Urcea, de Adrien Adrien Urcea, Urcea. merci. Mais il l'a brillamment fait, hein. La saison passée, Carouge, on pensait qu'à un moment ils allaient être en danger, puis finalement ils n'ont pas trop été. Un début de saison plus qu'intéressant, hein. Ils ont écrasé Haro à domicile lors du premier match, et puis ils ont obtenu un très bon point du côté d'Yverdon pour cette deuxième journée. Effectivement, on peut être que d'accord avec Osvaldo Varane. Je pense qu'on aura une autre adversité pour ce troisième match. Ouais, bah en fait, en même temps que je regardais donc Ville Xamax, je regardais en parallèle Yverdon Carouge. Et franchement, Yverdon a eu toutes les peines du monde et il a suffi de pas grand-chose finalement pour que Carouge reparte avec la timbale du côté du stade municipal. Donc attention, parce que Carouge, c'est une équipe qui grandit bien, qui se développe bien, qui a une belle vision. Je pense qu'ils ont un projet à moyen long terme hyper intéressant. C'est vrai que après le départ d'Adrian Urcea, qui était quand même un peu le mastermind, on va dire, du projet, on était très curieux de voir finalement comment ils allaient rebondir. Et finalement, ben, ils ont eu l'intelligence de prendre un coach qui était en rampe de lancement dans des divisions inférieures, mais qui avait un réel potentiel. Et finalement, on va dire qu'ils ont fait un pas de retrait la saison dernière, mais c'est peut-être pour mieux avancer, parce que là, ils ont fait leur saison de rodage, ils ont fait un beau mercato, donc moi, ça ne m'étonnerait pas que Carouge soit la belle surprise de cette saison. Donc ça va être un test sérieux, ça va être un test hyper sérieux, donc attention. Et revenir avec des points serait, je pense, une bonne prestation. Même si on devait faire un point, je serais assez content parce que c'est un peu le déplacement que je crains en fait un petit peu. Donc voilà, donc je pense que si on repart avec un point, on peut être content. Mais il faudra quand même partir avec cet esprit de vouloir gagner. Et je pense que nous, il faut qu'on garde ce bel état d'esprit qu'on a en fait affiché pendant les 2 premiers matchs. Donc voilà, en tout cas, on se réjouit. L'affiche est belle et puis, à mon avis, elle va tenir toutes ses promesses.
dans le prolongement de ce que vient de dire Varane, c'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, on était un peu, Osvaldo, rapproche-toi un petit peu de ton micro. pardon, on était un petit peu curieux de savoir qui serait le successeur d'Adrian Urcea. Et je pense que dans le paysage roman, on va dire, de ces ligues-là et des ligues plus ou moins inférieures, c'était plus ou moins l'un des meilleurs choix qu'il pouvait avoir pour son côté football offensif et puis pour le fait que, enfin, il venait simplement de réussir une magnifique saison avec tout simplement l'équipe réserve du Lausanne Sport, hein. Donc une capacité à former. Et puis, il avait obtenu cette promotion historique en Promotion League avec les M21 du LS. Donc, pour le coup, moi, cette équipe, elle a aujourd'hui un niveau auquel je m'attendais, enfin, dont je pouvais m'attendre qu'elle ait au bout d'une bonne saison, on va dire. On savait que les 6 premiers mois allaient être compliqués. Le temps d'adaptation pour le coach et pour l'équipe à la suite de beaucoup de départs à la fin de la première saison en Challenge League allait être compliqué. Mais une fois que la machine est partie, puis comme tu l'as dit, hein, Varane, c'est un projet sérieux. C'est un projet, finalement, ils ont pas de pression quant à une éventuelle montée en Super League. Donc, c'est toujours un adversaire dangereux à négocier du fait que le contexte, en fait, là-bas est ce qu'il est, quoi. Bon, nous non On sait plus, très hein, bien. on n'a pas de pression pour la montée, ça. Ouais, ça, c'est dû à notre tempérament de loser, mais on devrait être supposé l'avoir, en tout cas. On On devrait devrait s'y presque poser en avoir. avoir. Non, mais un beau projet du côté de Carouge, hein, honnêtement. Et puis, voilà, en ce moment, si tu es genevois et que tu aimes suivre le foot, ben, tu as le club phare qui est en Super League. Alors, certes, Servette sort d'une saison un peu plus compliquée que les autres, mais un club qui marche quand même plutôt bien. Tu as un Étoile Carouge en Challenge League qui propose un football assez intéressant et attractif. Et je ne serais pas surpris hein, que beaucoup de fans de foot genevois s'ils ont le budget, ils soient abonnés à la fois à Servette et à Étoile Carouge, parce il y a quand même du beau foot aussi du côté de la Fontenette. Donc voilà. Et ils jouent pas le même soir. Hugo Caro joue souvent le vendredi à domicile. Ouais, c'est ça. Et en plus, voilà, et puis parfois, ils jouent pas les deux à domicile le même week-end. Donc il y a potentiellement toujours du foot à aller voir du côté de De Genève ou de Genève. la banlieue de Genève à Carouge. Mais je pense Ouais, puis que, qu'aujourd'hui, sincèrement, tu prends plus de plaisir de manière constante, paradoxalement peut-être en allant voir Carouge qu'en allant voir Servette, puisque malheureusement pour les Grenats, et ça c'est en toute objectivité que je le dis, après de bonnes premières saisons en Super League, le projet de Servette a quand même un peu pris du plomb dans l'aile et je pense que on n'est plus sur la même hype avec Servette qu'on pouvait être peut-être il y a 2 3 ans. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il y a plus de plaisir de manière constante en allant voir Carouge à la Fontenette qu'en allant voir Servette à la Praille aujourd'hui. Ouais, ouais, effectivement. Donc voilà, un match qui serait intéressant. Alors bon, c'est que la deuxième journée, mais si on avait pensé que ce match de la troisième journée opposerait le leader qui se déplaçait sur la pelouse du deuxième, on n'aurait jamais parié ça, honnêtement, hein. Puisque, ben, il faut le signaler, hein, Neuchâtel Xamax est leader de Challenge League maintenant après 2 journées. C'est la seule équipe qui a emporté la totalité dans l'enjeu lors de ces 2 matchs. Donc voilà, à confirmer du côté de Carouge. Voilà, messieurs, on peut passer sans autre à la conclusion de l'épisode. Alors, pas grand-chose à vous dire pour la conclusion de cet épisode. Vous l'avez peut-être remarqué, on a fait un petit live débrief à chaud tout de suite après le match. Ça se passait du côté de Twitch. Donc voilà, on vous remercie les 2 3 personnes qui ont participé un peu au débat. C'était assez sympa. Donc voilà, on vous invite, chers auditeurs, si vous êtes chez vous, vous regardez le match à la télé ou bien vous l'écoutez, ben, n'hésitez pas à prolonger de 15 30 minutes après le match pour venir partager vos impressions, papoter avec nous en live sur Twitch. On vous promet pas qu'on le fera à tous les matchs, mais on essaiera de vous le proposer assez régulièrement. Voilà. Et puis, il y a bah, c'est évidemment cette possibilité d'interagir en direct avec nous. Et puis, ça peut être des fois intéressant aussi de comparer nos débriefs à chaud
juste à la fin du match, et puis quelque chose d'un petit peu posé, d'un peu plus réfléchi, 24 voire 48 heures après. Donc voilà, cet épisode du coup est terminé. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à vous deux, mes collègues animateurs. Et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.